Merci Monsieur Rougeron de votre invitation et de votre patience surtout parce que ça n'a pas été facile ces derniers temps. Mais effectivement, en définitive, peut-être que notre rencontre arrive à point nommé pour ouvrir certaines discussions relatives à la situation actuelle. Alors je voudrais pouvoir essayer de condenser un petit peu les thèses principales du livre, en tout cas la démonstration que j'ai de mener dans ce livre, difficilement, mais qui, j'espère, peut donner lieu à des ouvertures dans la discussion sur les problèmes que rencontrent aujourd'hui les blocages, enfin, qui sont relatifs au blocage institutionnel de la démocratie. Et donc je suis vraiment ravi d'être là et j'espère pouvoir vous montrer, autant que faire se peut, dans quel sens va le livre et la thèse qu'il essaie de défendre. Alors d'abord, dans un premier temps, évidemment, certains seront quelque peu surpris d'entendre parler d'un concept ou d'une idée de république orléaniste, dans la mesure où il est tout à fait naturel que cette idée, ce syntagme, apparaisse à bon nombre d'entre vous comme étant une contradiction dans les termes, un oxymore, dans la mesure où on peut se demander si n'est pas une contradiction dans les termes le fait d'associer la famille prétendante au trône de France avec l'idée de république. Tout l'enjeu de la démonstration de ce soir sera de montrer qu'il n'en est rien, tant sur le plan historique que sur le plan plus directement philosophique, conceptuel, dans la mesure où le concept de république orléaniste, loin d'être une invention de Montcru, est une idée que l'on voit en vérité fleurir à maintes reprises au XIXe siècle et d'abord sur les barricades de la Révolution de Juillet en 1830, avant de disparaître très rapidement sous les décombres de l'histoire. C'est cette idée, ou disons cette esquisse politique inachevée, à laquelle j'essaie de redonner du sens, de la forme, dans mon livre, afin d'en réhabiliter l'importance politique, historique, philosophique. Et la thèse que je vais défendre donc ce soir, dans la continuité de mon livre, c'est l'idée que cette ébauche de république orléaniste, qui germe dans l'esprit de certains penseurs au XIXe siècle, constitue une troisième voie que je crois crédible à l'alternative dans laquelle nous sommes enfermés depuis au moins 2 siècles, qui oppose globalement, sommairement, un élitisme coupé des masses et déconnecté du pays réel, d'une part, et d'autre part, un populisme qui se réclame du pays réel pour en instrumentaliser les exaspérations et les rancœurs à des fins politiques tout aussi stériles. Ma thèse est donc que c'est au méfait de cette alternative funeste que répond, selon moi, de façon satisfaisante, sur le plan des idées politiques, ce concept de république orléaniste que je voudrais présenter ce soir. Alors, je partirai donc du problème qu'il s'agit de résoudre. C'est donc la première partie. Alors, je vous ai donné un exemplier dans lequel se trouve le plan, avec les différentes citations sur lesquelles je vais m'appuyer. Donc, quel est le problème? Le problème, c'est le problème que j'intitule « Problème de la modernité républicaine, la souveraineté confisquée ». Alors, pour comprendre, dans un deuxième temps, l'efficacité politique de cette fameuse voie orléaniste que je veux défendre, et qui est trop rapidement, malheureusement, passée aux oubliettes de l'histoire, des idées, je voudrais la présenter donc comme un remède aux blocages et aux impasses politiques qui résultent de la conception purement républicaine de la souveraineté qui émerge avec la Révolution française. Qu'est-ce que c'est que cette conception purement républicaine de la souveraineté qui émerge avec la Révolution française? Pour le faire simplement, alors dans le livre je détaille beaucoup plus, mais pour le faire simplement, le résultat du livre, c'est de dire qu'en 1789, toutes les parties s'accordent pour penser que l'essentiel de la souveraineté a été transféré du roi à la nation. Le problème, c'est que faut-il entendre par l'idée de nation? Et c'est sur cette idée que ne tombent pas d'accord les premiers constituants de la Révolution française. La nation, en effet, doit-elle comprendre, demande-t-il, comme la nation assemblée, au sens où le prétend Sieyès, ou la nation doit-elle se comprendre comme ne faisant qu'un avec le peuple, dont la nation assemblée, ou assemblée nationale, ne serait que le délégué ou le représentant? Pour Sieyès et la majorité des députés de l'Assemblée nationale, la réponse qui s'impose est extrêmement claire. La nation n'est que dans la nation assemblée. C'est-à-dire qu'elle fait corps avec l'Assemblée du tiers-État au moment des États généraux, puis avec l'Assemblée nationale à partir du 17 juin 1789. On ne saurait donc jamais trouver, selon Sieyès, de souveraineté nationale en dehors de la nation réunie en Assemblée. À ce titre,
l'intégralité de la souveraineté et de son exercice appartiennent de plein droit, selon les révolutionnaires, à l'Assemblée nationale, qui, à elle seule, forme la souveraineté qui, hors d'elle, se dissout. On proclamait alors, et je reprends ici l'expression du constituant Lally Tollendal, que, je cite Lally Tollendal, « La souveraineté ne réside que dans le tout réuni ». Fin de citation. Au mieux, certains constituants énoncèrent que la souveraineté appartenait certes au peuple, mais qu'elle ne pouvait s'exercer qu'au niveau de la nation assemblée. Par exemple, le constituant Jean-Joseph Mounier se proposait de distinguer conceptuellement entre, d'une part, le principe de la souveraineté, résidant dans le peuple, et d'autre part, l'exercice de la souveraineté, ne résidant que dans l'Assemblée nationale. Je cite, c'est la citation 1 de l'exemplier, « Le principe de la souveraineté réside dans la nation. Mais être le principe et exercer la souveraineté sont deux choses différentes. » Être le principe et exercer la souveraineté sont deux choses différentes. Donc, les choses sont à penser, pour Mounier et pour Sieyès, sous la forme d'une répartition des tâches ou encore d'une division du travail. Au peuple, revenait une souveraineté abstraite, dite souveraineté de principe, mais aux élites politiques, seul le droit effectif de l'exercer pleinement et de façon illimitée, sans compte à rendre ni droit de regard du délégant sur l'exercice d'une souveraineté dont il se trouvait dépossédé par ceux-mêmes qui se proclamaient seuls légitimes à l'exercer. Le peuple n'étant aux yeux des députés que le titulaire d'une souveraineté principe, en aucun cas d'une souveraineté exercice. Pour résumer les choses, on devra donc constater, avec les premiers constituants, que l'on assiste dès les premiers moments de la Révolution française à une dissociation conceptuelle des idées de nation souveraine et de démocratie populaire, la seconde étant posée explicitement par les constituants comme l'antithèse de la première. En effet, l'idée de nation devait se comprendre essentiellement comme une abstraction, s'identifiant aux yeux des constituants à une totalité substantielle ne faisant corps qu'à l'intérieur de la nation assemblée, et se trouvant comme telle nécessairement absente du corps social réel, lequel se voyait mécaniquement identifié à une multitude incohérente, conflictuelle, qu'il était nécessaire d'écarter pour cette raison de l'exercice de la décision souveraine. On distinguait alors d'une part entre le peuple, que l'on identifiait à la somme des parties de la société, d'une part le peuple, d'autre part la nation, que l'on concevait comme l'unité essentielle et totale de cette même société. Unité transcendant comme telle aussi bien les parties que la somme des parties composant le corps social. On proclamait ainsi que cette unité d'essence ne pouvait ainsi prétendre prendre corps qu'au niveau de l'Assemblée rassemblée des représentants de la nation que formait l'Assemblée nationale. Sur cette base conceptuelle, la République que la Révolution allait fonder en 1789 prendrait systématiquement la forme du régime d'assemblée, c'est-à-dire d'une exclusion systématique du peuple de la décision souveraine. Je cite ici la formule emblématique de Jules Grévy, destinée un siècle après la Révolution française à servir de mode d'emploi au régime républicain, c'est la citation numéro 2 de l'exemplier. « L'électeur n'a qu'un droit, celui de choisir son mandataire. Il n'est pas capable de faire les lois lui-même, et c'est pour cela qu'il doit choisir celui qui les fera. S'il intervient dans l'œuvre législative en disant au candidat « vous ferez la loi dans tel sens », il sort de son rôle. Il fausse tout. Il tue le régime parlementaire. Il prépare la dictature et l'anarchie. » Fin de citation. Donc, à la multiplicité sauvage et chaotique du peuple, s'opposait aux yeux des républicains l'unité souveraine et disciplinée de l'Assemblée des représentants de la nation. Ce qui s'est donc forgé avec le régime républicain n'est rien d'autre donc qu'un élitisme de la représentation, que les marxistes appelleront une démocratie formelle ou bourgeoise, et que d'autres ont pu également nommer démocratie censitaire ou pays légal, et qui se résume dans le paradoxe d'une démocratie ayant écarté de l'exercice de la souveraineté l'immense majorité des citoyens du champ de la décision publique. Comme l'avait ainsi ironiquement résumé Guizot, dans sa lecture de la Révolution française, citation 3, je cite, « Les partisans de la souveraineté de la nation de 1789 ont déclaré le peuple incapable d'exercer par lui-même le pouvoir et lui ont réservé seulement le droit de le déléguer, c'est-à-dire d'y renoncer. » Fin de citation. À aucun moment, donc, l'idée de souveraineté nationale que la Révolution française proclame et dont vont se réclamer sans discontinuer tous les régimes républicains qui se sont succédés après 1789, ne rejoint celle de démocratie comprise comme système de gouvernement des masses par elle-même et définie comme sujet de la souveraineté exercice. À ce titre,
comme l'a bien repéré le juriste Karen Malberg au début du XXe siècle, la notion de souveraineté nationale, qui se dégage de la Révolution française et des régimes d'assemblée qui la suivent, ne doit absolument pas être confondue avec la pratique effective d'un gouvernement populaire dont l'Assemblée nationale serait l'instrument, mis comme tel au service d'une souveraineté exercée par le peuple, au moyen de ses représentants. Je cite ici Karen Malberg dans son grand livre intitulé Contribution à la théorie générale de l'État, c'est la citation 4 sur l'exemplier. Dans le système de la souveraineté nationale, la vraie et franche démocratie n'est pas possible, car selon les constitutions françaises, le sujet représenté par les députés, c'est uniquement la nation, une indivisible permanente et par conséquent distinguée des individus qui la composent, à chacun des instants successifs de son existence. Fin de citation. Dans cette configuration, poursuit Karen Malberg, je cite, « Les députés encore ne sont pas les représentants, mais bien les auteurs de la volonté générale. » Donc ils ne sont pas les représentants de la volonté générale, mais les auteurs de la volonté générale. Fin de citation. Alors, voici donc le problème. Nous subissons aujourd'hui, jusqu'à récemment, les conséquences de ces premières décisions conceptuelles et politiques issues de la Révolution française et du conflit qui en résulte entre une conception et une pratique oligarchique et censitaire de la démocratie d'une part, et d'autre part, une conception populaire et référendaire de la souveraineté démocratique, la première n'ayant de cesse dans l'histoire de notre pays jusqu'à nos jours que de se substituer sans reste à la seconde, jugée par les élites républicaines depuis les prémices de la Révolution française, comme une pratique politique dangereuse, démagogique et fondamentalement illégitime. Sans que cette fracture entre le peuple et ses élites n'ait été le moins du monde résolue de nos jours encore, à l'évidence, nous sommes les témoins d'une opposition sociologique tranchée aujourd'hui entre un bloc populaire d'une part, que d'aucuns ne craignent pas de qualifier de populiste, et un bloc élitaire et oligarchique d'autre part, baptisé par certains cercles de la raison, qui tend pour sa part à s'imposer à chaque nouvelle échéance électorale, tandis qu'il n'est plus qu'objet de méfiance, de mépris et de rejet de la part de l'immense majorité des citoyens français. Le problème n'étant pas pour nos élites républicaines depuis la Révolution française, contrairement à ce que l'on croit, de représenter la volonté populaire, mais bien plutôt d'en limiter l'expression. Situation paradoxale, mais continue dans l'histoire de la République, où la démocratie réelle se voit systématiquement confisquée par une démocratie formelle, totalement coupée des aspirations majoritaires du corps social. La question qui se pose donc est celle de savoir dans quelle mesure l'idée de république orléaniste apporte une résolution qu'on peut juger conceptuellement satisfaisante au problème théorique que je viens d'énoncer, et qui n'est autre que le problème lancinant d'une démocratie substitutive s'exerçant en lieu et place d'une démocratie réellement représentative. Alors, pour commencer à défricher le terrain, je passe à la deuxième partie de l'exposé qui porte sur les insuffisances et l'impuissance de la Ve République en l'état. Alors, tout d'abord, je voudrais préciser que c'est dans le but de contrer les méfaits engendrés par l'inexorable et répétitive reconstitution du bloc oligarchique et pour défendre le primat de la souveraineté de l'État contre toutes les formes de confiscation qui ont tendance à le gangréner, que le général de Gaulle avait proposé aux Français l'adoption d'un modèle politique original reposant sur une tentative de synthèse entre la démocratie libérale et parlementaire, d'une part, et la démocratie plébiscitaire ou référendaire et populaire, d'autre part. Cela signifie, dans l'esprit du général de Gaulle, que l'exercice de la souveraineté en Ve République ne prend sens qu'en s'appuyant sur ces deux piliers que sont d'une part la démocratie représentative et d'autre part la démocratie directe, la seconde, pour le général de Gaulle, devant remédier aux effets de fermeture systémique de la première. Si c'est bien en vue de fonder l'exercice d'une souveraineté mixte, conjuguant la démocratie indirecte de type parlementaire et la démocratie directe de type référendaire, que le général de Gaulle a conçu la Ve République, force est de constater cependant que les pouvoirs qui ont succédé au général de Gaulle n'ont eu de cesse pour leur part que de chercher à s'éloigner de cet esprit de nos institutions, jusqu'à reconstituer au cœur de notre système politique cette fameuse démocratie oligarchique et censitaire que la même Ve République avait pourtant pour mission de contrer, en confiant à un pouvoir exécutif puissant et suffisamment détaché des partis le soin de consulter régulièrement le peuple par la voie référendaire.
Comme on le voit en effet aujourd'hui, la pratique du référendum a été totalement écartée de notre vie politique, à la différence du moment gaulien, de la Ve République, quand elle n'a pas été carrément trahie, comme en 2008 avec l'adoption parlementaire du traité de Lisbonne. Nous sommes pour cette raison bel et bien contraints d'admettre que l'esprit de la Ve République, tel que l'a voulu le général de Gaulle, a été totalement vidé de sa substance par le même élitisme oligarchique que la Ve République avait pour mission, dans la pensée du général de Gaulle, de contenir et d'entraver à la faveur d'un recours aux pratiques de la démocratie directe, censé remédier aux tendances à la mal-représentation républicaine. On peut dire, après plus de 50 ans de Ve République, que le remède n'a pas pris, et que la question démocratique de la représentation des masses demeure aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Ce constat de la faillite de la Ve République, à la mission que lui a signée pourtant le général de Gaulle, m'a conduit dans mon livre à conclure que la Ve République se révélait en l'état parfaitement insuffisante pour résoudre la crise de la souveraineté que traverse aujourd'hui très durement, et peut-être même très gravement, notre pays. J'ai donc proposé dans mon livre de tourner le regard vers une autre tradition politique oubliée, celle du républicanisme orléaniste, tel qu'il est apparu par bribes, dispersé et par esquisses tout au long des 2 siècles qui viennent de s'écouler. Et afin de rendre clair de quoi il retourne, je voudrais maintenant montrer en quoi cette tradition politique peut offrir des ressources à la résolution de la crise de la souveraineté que nous traversons. Et pour cela, commencer par établir quelques critères et repères historiques et conceptuels qui permettront, je l'espère, de définir avec plus de précision ce que j'entends par là. Alors, je passe à ma troisième partie, critères du républicanisme orléaniste. Alors, il y a plusieurs critères, il y a des critères historiques, des critères conceptuels. Donc, je vais commencer par les critères conceptuels. Sur le plan conceptuel, on peut identifier plusieurs caractéristiques constitutives de l'orléanisme républicain. Première caractéristique de ce régime, il ne s'agit pas exactement d'une monarchie proprement dite, puisque ce régime a pour fondement la souveraineté du peuple. Il s'agit bien plutôt de ce que Stéphane Rials a appelé dans sa typologie des régimes politiques une république dont le chef de l'État est un monarque, ce qui est très différent, et dont le statut du chef de la République dépend de sa ratification par un peuple souverain au moyen du suffrage universel. La Belgique offre sans doute, à partir du XIXe siècle, le modèle qui s'est le plus inspiré de cette idée républicaine et orléaniste, telle qu'elle apparaît en France à l'orée des années 1830. Deuxième caractéristique conceptuelle de ce régime prend explicitement pour base de travail la Constitution de 1791, fondée sur la souveraineté nationale et dont le chef de l'État est un monarque républicain, est un monarque héréditaire. Cette situation mixte, à cheval entre la République et la monarchie, avait en effet fait dire à de nombreux acteurs de la période que le régime de 1791 instituait une république dont Louis XVI, l'ancien monarque repêché de l'Ancien Régime, était devenu le président, dans la mesure où son mandat de chef de l'État dépendait de sa ratification souveraine par la nation française. À l'instar de notre actuelle Ve République, la première constitution issue de la Révolution française instituait donc une monarchie républicaine, mais à la différence de celle-là, il s'agissait alors d'une république dont le chef de l'État était un monarque. Aussi, à l'intérieur de ce dispositif constitutionnel, Louis XVI avait perdu son titre de roi de France pour devenir Louis XVI, roi des Français, premier fonctionnaire de la nation, rôle qu'endossera à son tour Louis-Philippe quelques décennies plus tard, de façon beaucoup moins contrainte que Louis XVI. C'est à la lumière de ce projet commun entre les deux systèmes visant à instituer une monarchie républicaine que je crois beaucoup plus pour ma part à l'efficacité d'une république dont le chef de l'État est un monarque, qu'à une république dont le chef de l'État demeure le champion du système médiatico-oligarchique, comme il l'est devenu après le départ du général de Gaulle en 1969. Troisième caractéristique conceptuelle de ce régime, s'inspirant de la Constitution de 1791 et tout particulièrement du mécanisme du veto conféré au roi, la République orléaniste institue la combinaison de la démocratie parlementaire avec la démocratie populaire au moyen des actions de veto du chef de l'État. Les constituants de 1791, en effet, en accordant au roi non le droit de faire les lois, ni de contribuer à leur formation, mais le droit de suspendre la ratification d'une loi au moyen du veto, avaient intelligemment cherché à combiner la souveraineté nationale exercée au Parlement avec la souveraineté populaire, en exigeant des électeurs un rappel aux urnes pour valider ou invalider un projet de loi décidé au sein de l'Assemblée nationale. En ce sens, sans succomber au travers autoritaire du bonapartisme, qui fait un usage systématique de l'appel au peuple contre la représentation nationale, le droit de veto royal de la Constitution de 1791 était présenté par les acteurs de la période comme un moyen pour le monarque constitutionnel d'en appeler à la décision souveraine du peuple, sans avoir à en passer
par une subversion de l'appareil parlementaire. Comme le précise Pierre Rosan-Vallon à propos du veto royal de 1791, je cite son analyse, citation 5, « Le veto suspensif entraîne techniquement des conséquences équivalentes à celles d'un droit de dissolution. Il institue les électeurs en arbitre et réintroduit au profit du peuple une sorte de pouvoir du dernier mot. » Fin de citation. Constat que l'on retrouve également sous la plume de François Furet et Rana Lévy, citation 6, « En exerçant le veto que le peuple peut confirmer ou briser à la troisième législature, le chef de l'exécutif jouit moins d'un droit qu'il ne joue un rôle fonctionnel. Il renvoie une loi devant le peuple souverain. Il n'est qu'un moyen de confirmer l'accord du peuple avec sa représentation. » Fin de citation. La Constitution de 1791, à la faveur donc du droit de veto royal, avait ainsi institué pour la première fois de notre histoire un lointain ancêtre de notre Ve République, en fixant en effet au chef de l'État la mission non pas seulement de ratifier le travail parlementaire, mais plutôt celle, au moyen du référendum, de redonner au peuple souverain un pouvoir de décision menacé sans ce recours. Or, la Ve République aujourd'hui se révèle plus que jamais un système politique à bout de souffle, dans la mesure où, à mon avis, elle ne contient aucun garde-fou suffisamment solide permettant d'empêcher que la démocratie censitaire n'absorbe sans reste la démocratie populaire ou référendaire. Je retiens donc de l'architecture constitutionnelle de 1791, avec les principaux penseurs orléanistes, l'idée d'un appel au peuple qui, à rebours du système de gouvernement bonapartiste, ne supprime pas au nom de l'appel au peuple les formes de la démocratie libérale, au profit d'une concentration extrême de la souveraineté dans la figure de l'empereur. Deuxièmement, l'appel au peuple que dessine l'idée de veto royal présente également l'avantage d'exclure tout scénario de montée aux extrêmes de la confrontation entre le chef de l'État et les élites parlementaires, au-dessus desquelles le chef de l'État gaulien devait pouvoir passer quand il le jugeait nécessaire, en appuyant la politique du gouvernement sur le soutien des masses au moyen de la démocratie directe et tout particulièrement au moyen du référendum. Troisièmement, l'appel au peuple royal que dessine la Constitution de 91 n'expose pas non plus le chef de l'État dans son appel au peuple à mettre tout le poids de sa responsabilité politique dans la balance, en tronquant, par le biais d'un chantage à la démission, la plénitude de décision qui revient au peuple souverain. Enfin, quatrièmement, l'idée de veto royal évite la désorganisation des pouvoirs qu'implique le conflit quasi permanent entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, que le peuple se voit sommé de trancher en ultime instance, au moyen d'une pratique forcément faussée de la démocratie directe. Cinquièmement, l'idée orléaniste rejette toute forme de concentration du pouvoir souverain, ce que pour leur part implique les systèmes à la fois bonapartistes et gaullistes. Tous ces inconvénients me paraissent disparaître dans le système de gouvernement de type orléaniste, qui vise moins tant le renforcement du pouvoir exécutif face aux défiances du corps législatif, qu'il ne vise le renforcement du caractère réellement représentatif du corps législatif lui-même. Ceci au moyen du dispositif veto appel au peuple. Ce que j'essaierai de montrer avec plus de précision plus loin. En fait, tout le but de mon livre et de mon exposé de ce soir, c'est de contester que les options aussi bien bonapartistes que gaullistes soient en mesure de résoudre de façon satisfaisante le problème de la confiscation de la souveraineté dont nous sommes partis. En effet, quelle est la solution proposée par Napoléon III au problème de la mal-représentation parlementaire? L'idée est simple. Dans la mesure où le régime libéral d'assemblée est impuissant à représenter la souveraineté du peuple, sans la confisquer, l'unique moyen pour le peuple, ou les masses, d'exercer leur souveraineté de plein droit, c'est de la confier à un homme capable d'en concentrer toute la substance dans sa personne, c'est-à-dire, plus précisément, le chef de l'État élu au suffrage universel. L'empereur n'est pas un homme, disait Émile Ollivier, l'intellectuel organique du Second Empire. L'empereur n'est pas un homme, c'est un peuple. Ce qui signifie, dans l'esprit de Napoléon III, que la souveraineté populaire ne peut s'exercer réellement que dans un régime assurant la disqualification et le rejet de toutes les interfaces qui composent la démocratie libérale. Ces interfaces, ce sont les journaux, les partis et le Parlement, en tant qu'ils sont considérés dans le dispositif bonapartiste comme autant d'intermédiaires faisant écran et obstacle à la relation directe que le chef de l'État se doit d'établir avec les masses à travers la seule pratique du pouvoir légitime qu'est la démocratie de type plébiscitaire. Le plébiscite ou référendum deviennent ainsi les moyens pour le peuple d'exercer librement sa souveraineté
dès lors que le régime impérial est en mesure de faire sauter le verrou que constitue la forme libérale des institutions démocratiques. De Gaulle, pour sa part, à la différence de Napoléon III, n'a pas supprimé la forme parlementaire de nos institutions. Il aura bien plutôt surimprimé la relation démocratique directe du chef de l'État avec le peuple, dont la nécessité avait été théorisée par Napoléon III. Le but de la pratique gaulliste du pouvoir étant de doter le pouvoir exécutif des moyens de parvenir à instaurer une légitimité parallèle à la légitimité parlementaire, passant par le recours au référendum, seul moyen, selon De Gaulle, de passer outre la représentation nationale quand celle-ci, composée de féodaux et de notables, se cabre et oppose ses réticences partisanes au gouvernement. Bref, pour les raisons à l'instant avancées, et que je vais continuer à développer, ma thèse est que ces deux options, bonapartiste et gaulo-bonapartiste, sont toutes deux incapables de résoudre le problème dont nous sommes partis. Alors, je voulais avancer quelques critères sur le plan historique, mais je n'aurai pas tellement de temps. Je voulais vous parler d'un livre de Bernard Saran sur la République orléaniste, mais malheureusement, je n'aurai pas le temps, je ne veux pas trop empiéter sur votre temps. Donc, je vais passer directement à la quatrième partie. Je vais accélérer, je vais passer à la quatrième partie. Je voudrais donc avancer un peu plus en avant vers l'idée, pourquoi finalement les deux solutions au problème dont on est parti ne sont pas satisfaisantes et pourquoi donc la troisième solution que je vous propose est à mes yeux satisfaisante. Alors d'abord, je voudrais m'appuyer sur un argument décisif en faveur de cette troisième solution que l'on trouve dans un livre aujourd'hui oublié qui s'intitule La France nouvelle de Lucien Prévost-Paradol, paru en 1868. C'est un livre qui a été complètement oublié, mais qui, à mon avis, est extrêmement charpenté sur le plan argumentatif et qui ouvre des perspectives en faveur de l'option orléaniste. Alors, je passe donc au point 4, enfin à ma partie 4. Petit 1, donc un monarque républicain plutôt qu'un président de la République, l'argument décisif de Prévost-Paradol. Donc, dans son essai, Prévost-Paradol demande laquelle de ces deux formes, républicaine ou monarchique, assure l'essor le plus étendu à la démocratie. Pourquoi choisir une forme plutôt qu'une autre? Et pourquoi privilégier les formes républicaines, où le chef de l'État est un monarque, plutôt que celles où le chef de l'État est un président? Réponse de l'auteur: parce que la République livrée à elle-même paraît contradictoirement, suivant une contradiction mise en avant tout au long du livre, reconnaître à la fois la souveraineté du peuple, tout en se dotant de moyens institutionnels relativement faibles pour l'obtention d'une représentation nationale conforme à l'opinion générale. Prévost-Paradol montre ainsi que toute république dont le chef de l'exécutif est un président se voit comme minée par une contradiction constitutive. Se voulant le régime où la souveraineté appartient au peuple, elle reste néanmoins totalement incapable de parer aux possibles et fréquentes absences d'accord entre les représentants et les représentés. On ne parle évidemment ici nullement de l'absence d'accord pouvant naître à l'occasion de tel ou tel projet de loi déterminé, mais d'un discord plus profond touchant à la politique menée par le gouvernement en tant que tel. Dès lors, conclut l'auteur, la forme républicaine des institutions nuit à la démocratie, qu'elle prétend par ailleurs contradictoirement accomplir. Examinons plus en détail la contradiction pointée par Prévost-Paradol, et commençons par noter avec lui qu'il paraît inévitable en démocratie que le scénario suivant se produise. C'est la citation 12, je cite, « Tandis que le ministère a la majorité dans la représentation nationale et veut par conséquent conserver l'Assemblée élective telle qu'elle est, ce ministère et cette majorité ont perdu l'appui de l'opinion et sont insensiblement ou soudainement tombés en minorité dans le pays. » Fin de citation. Donc, dans un tel cas de figure, où l'Assemblée élective et le gouvernement ont perdu l'appui de l'opinion, la République peut-elle priver son président du droit de dissolution comme moyen de parer à l'éventuelle prise de contrôle de l'État par une minorité qui défendrait ses privilèges et intérêts contre l'intérêt général? La réponse de Prévost-Paradol est d'évidence négative. Le droit de dissolution accordé au président paraît plus que jamais un recours indispensable en République. Citation 13, alors ça va faire écho à la situation actuelle, je cite, « Le seul remède à cette situation, donc la situation de désaccord entre l'appareil parlementaire et l'opinion publique. Le seul remède à cette situation, qui est la plus périlleuse de toutes, c'est l'usage opportun du droit de dissolution, qui renvoie la représentation nationale devant son juge suprême et rétablit aussitôt entre la nation et ses députés l'accord indispensable au bien public. » Fin de citation. Donc là,
On est en plein dedans en ce moment. Du coup, l'enjeu institutionnel de la discussion ouverte par Prévost-Paradol réside dans la question des moyens les plus efficaces permettant de parer aux faiblesses inévitables auxquelles est exposée par principe toute démocratie. Or, de ce point de vue, précise Prévost-Paradol, tous les régimes ne se valent pas. En effet, selon lui, l'organisation républicaine se révèle moins disposée à la fonction d'arbitrage, renvoi au peuple, et par conséquent moins à même de briser les inévitables et incessantes tentatives d'altération oligarchique de la démocratie par un ou plusieurs groupes sociaux minoritaires, que ne peut l'être une république dirigée par un monarque, ou dont le chef de l'État est un monarque plus exactement. Car, comme le souligne à juste raison Prévost-Paradol, un président de la République, citation 14, je cite, représente lui-même un parti auquel il doit tout, dont il aura encore besoin après sa magistrature. On le voit bien d'ailleurs aujourd'hui avec Macron qui a besoin de reconstituer une majorité pour pouvoir éventuellement gagner la prochaine échéance électorale. Donc je répète, représente lui-même un parti auquel il doit tout, dont il aura encore besoin après sa magistrature. Ce président voudra-t-il et pourra-t-il faire un usage opportun de ce grand pouvoir? Le pouvoir, c'est le pouvoir de dissolution. Renverra-t-il, malgré eux, ses amis et partisans devant les électeurs, au risque de briser de sa propre main sa majorité et son parti? En pleine actualité, puisqu'aujourd'hui, la majorité, Renaissance, reproche précisément à Emmanuel Macron et menace donc de lui tourner le dos pour les prochaines élections législatives. Donc on est en plein dans ce que Prévost-Paradol annonçait. On voit donc de quelle façon le fait d'ériger une personnalité qui aura besoin d'une majorité à l'Assemblée pour gouverner le pays entre en contradiction flagrante avec le rôle d'arbitre qui lui revient par ailleurs d'assurer et que lui reconnaît par ailleurs la Ve République dans l'article 5 de notre Constitution. De sorte que bien loin de chercher à arbitrer la vie publique en visant la coïncidence des représentés et des représentants, un président de la République, dans la mesure où sa position dépend d'une majorité à la Chambre élue, ne peut jamais sincèrement rechercher l'avènement d'une telle coïncidence. Au lieu d'arbitrer la vie publique, le président de la République, dans cette configuration, sert de bouclier à une majorité parlementaire, lui permettant de se maintenir au pouvoir, quand bien même celle-ci aurait perdu le soutien de l'opinion générale. Nous touchons ici, montre Prévost-Paradol, à l'aporie majeure du dispositif républicain, c'est-à-dire à sa contradiction intime, celle d'un régime qui se réclame de la souveraineté du peuple, tout en érigeant des institutions entravant la possibilité pour une telle souveraineté de s'exercer réellement. Au contraire, parce qu'un monarque républicain n'est pas l'homme ou la femme d'un parti, parce qu'il ne dispose pas de la légitimité démocratique lui permettant de gouverner, lui seul peut assurer et assumer ce rôle d'arbitre dont la société a tant besoin pour ne pas laisser la démocratie s'altérer en oligarchie. Une fois que chacun en démocratie occupe la place qui lui revient, demeure mal résolue en République la question du titulaire de la fonction de vérification des pouvoirs, veillant à ce qu'aucun d'entre eux n'abuse des organes de la représentation démocratique, dès lors que leur usage peut outrepasser le cadre du consentement souverain. Or, on comprend à la lumière de ce qui précède que ni un chef de parti, ni aucun homme investi démocratiquement à l'exercice du pouvoir ne peut par définition jouer ce rôle. Il y faut une personnalité qui bénéficierait paradoxalement de la privation de l'exercice du pouvoir souverain qu'implique justement le fait de ne pas être investi démocratiquement. L'absence d'élection ou principe héréditaire qu'on voit comme une faille des monarchies constitue en vérité une privation de légitimité démocratique à l'exercice d'un pouvoir tout à fait féconde et utile et même nécessaire, comme le montre la démonstration, aux procédures de la vérification de la légitimité démocratique des pouvoirs en place. C'est pourquoi Prévost-Paradol, mais on retrouve mutatis mutandis le même raisonnement chez Benjamin Constant, montre qu'un monarque constitutionnel, parce qu'il présente l'avantage de ne pas être élu du peuple, et non pas en dépit du fait qu'il n'est pas l'élu du peuple, mais parce qu'il présente l'avantage de ne pas être l'élu du peuple, parce qu'il est lui-même pour cette raison constitutionnellement interdit d'exercer le moindre pouvoir, parce qu'il lui est constitutionnellement interdit d'exercer le moindre pouvoir, peut, et uniquement dans ces conditions-là, se retrouver en position de candidat privilégié à la fonction de préposer à la charge de vérification démocratique des pouvoirs établis, autrement dit à la fonction de garantir le bon fonctionnement des institutions démocratiques. Dès lors, souligne Prévost-Paradol, citation 15, je cite, « Ce grand service national, qu'on ne peut raisonnablement attendre d'un président de la République, est à nos yeux l'office propre et particulier du monarque constitutionnel,
placé au-dessus des partis, n'ayant rien à espérer ni à craindre de leur rivalité et de leur vicissitude, son unique intérêt comme son premier devoir est d'observer avec vigilance le jeu de la machine politique afin d'y prévenir tout grave désordre. Le plus périlleux de ces désordres, c'est, comme nous l'avons dit, le désaccord qui peut survenir pendant le cours d'une législature entre la majorité de la nation et l'Assemblée qui la représente. Fin de citation. La tâche du monarque revient ainsi à, je cite, « intervenir en temps opportun par le droit de dissolution pour rétablir cet accord s'il est troublé. Voilà la tâche exclusive du roi constitutionnel. » Fin de citation. Sont donc exclus de cette tâche vérificatrice tous les hommes appelés à exercer un pouvoir quel qu'il soit donc tous les hommes et femmes politiques appartenant au sérail des partis, tout le personnel gouvernemental, et enfin tout homme providentiel, détaché des partis, à la manière d'un Bonaparte ou d'un De Gaulle, prétendant pouvoir incarner dans sa personne, à la faveur du suffrage universel, la totalité de la substance sociale. On voit donc désormais se dessiner clairement le rôle du chef de l'État qui soit un véritable arbitre en démocratie, afin d'orienter la tâche de redéfinition du monarque républicain. D'une part, représenter la continuité et l'unité nationale, sur le fond desquels peut se produire dans toute son intensité le débat public, sans craindre que la production des différences d'opinion n'entraîne avec elle la conflagration de la société et de l'État, laquelle conflagration servirait la première minorité venue capable de s'accaparer les rênes de l'État et d'imposer sa loi à la majorité. C'est pourquoi, souligne Prévost-Paradol, je cite, « Cette situation est sans aucune analogie avec celle de nos anciens rois. » Cette situation est sans analogie avec celle de nos anciens rois. Fin de citation. On comprend donc mieux maintenant pourquoi le modèle orléaniste peut servir d'embrayeur efficace pouvant assurer le passage de la démocratie formelle à une démocratie réelle. Et c'est sur ce point, pour finir, que je voudrais insister en proposant une interprétation, ou en tout cas une lecture conceptuelle, des quelques mois pendant lesquels, au début des années 1960, l'idée de proposer au comte de Paris de se présenter aux élections présidentielles pour succéder à son propre mandat traversa l'esprit du général de Gaulle. Il ne me revient pas ici de juger de la sincérité du dialogue qu'il noua avec le comte de Paris, mais plutôt de montrer comment ils reviennent dans leur dialogue en toute force, dans leurs discussions, tous les points que nous avons abordés ce soir. Dans la mesure où il me semble avoir montré que la Ve République, en l'état, je dis bien en l'état, ne permet pas le passage de la démocratie formelle à la démocratie réelle, ce dialogue entre De Gaulle et le comte de Paris et l'idée de république orléaniste qui le sous-tend me paraît éclairer le sens des réformes à mener pour améliorer notre système. En 1962, après avoir fait approuver par référendum l'élection du président de la République au suffrage universel, le général de Gaulle annonça au comte de Paris de l'époque qu'il avait 3 ans pour préparer sa candidature à l'élection présidentielle de 1965. On ne peut pas évaluer avec certitude la sincérité des intentions du général de Gaulle concernant le comte de Paris. On ne peut que subodorer que le général de Gaulle avait commencé par ne pas voir d'un œil totalement défavorable l'idée de soutenir la candidature du comte de Paris à l'élection présidentielle, ni même que cette candidature pût servir de première pierre à l'édifice d'une restauration sur le long terme de la monarchie. Sans doute le général de Gaulle était-il sincère vis-à-vis du prince d'Orléans, tant que, comme à son habitude, il tâtonnait entre de multiples pistes pour la France, entre lesquelles il n'avait pas encore tranché. Finalement, le général de Gaulle prit la décision de se présenter lui-même à l'élection de 1965 et fit de cette manière voler en éclats la candidature du comte de Paris. Sur le terrain des idées, les deux hommes s'accordaient sur la nécessité de redresser la France de l'affaiblissement auquel le parlementarisme l'avait condamné, grâce à un pouvoir indépendant des combinaisons partisanes. Tous deux intègrent dans leur projet de constitution l'idée qu'il faut dédoubler le pouvoir exécutif entre, d'une part, un Premier ministre responsable devant le Parlement, et d'autre part, le président ou le roi constitutionnel, à qui il revient essentiellement d'arbitrer la vie publique, dans le sens de l'intérêt général. Dans la vision gaullienne, le Premier ministre gouverne avec le soutien du Parlement et des combinaisons qui s'y forment. La fonction du président de la République, en revanche, comme on l'a vu, doit être confiée à un homme qui n'appartient à aucun parti politique, à une personnalité, autrement dit, qui ne soit jamais l'homme d'aucune combinaison partisane. Ceci, afin de doter le pouvoir exécutif des moyens d'aller librement rechercher à la faveur du suffrage universel l'appui démocratique des masses pour mener une politique de défense de la souveraineté de l'État, elle-même sans cesse menacée
par le mouvement centrifuge des partis, des féodaux, des notables et autres puissants sans cesse portés à s'emparer de la chose publique au détriment de l'intérêt général. Le problème de ce système de gouvernement, bien pointé par le comte de Paris, est qu'une fois la personnalité exceptionnelle du général de Gaulle effacée de la vie publique, on voit très mal qui pourrait prétendre incarner avec autant de vigueur la mission présidentielle fondée sur la pratique régulière de la démocratie directe, tout en à prouver que, justement, cet exercice est effacé. En effet, les hommes qui succéderont au général de Gaulle appartiendront forcément à des camps politiques. Aucun ne pourra prétendre, ni comme Bonaparte, ni comme de Gaulle, se revendiquer d'une légitimité supérieure à celle qu'offre la conquête partisane du pouvoir. Comme on pouvait légitimement le craindre en effet, à défaut d'un homme qui soit l'élu de la nation et non celui des élites, ou encore qui ne soit pas le champion des élites médiatiques et oligarchiques, les présidents qui ont succédé au général de Gaulle ont fini par renoncer totalement aux pratiques de la démocratie directe, comme le référendum, sans lesquels, aux yeux du général de Gaulle, la distinction entre le président de la République, homme de la nation, et le Premier ministre, homme d'un camp politique, devient politiquement absurde. Le premier ne devenant qu'un décalque sans intérêt du second. D'autre part, pour le général de Gaulle, le président de la République doit proposer une vision au pays. Vision que les élites médiatiques, politiques et économiques, par leur nature propre, selon de Gaulle, chercheront à désavouer et dont elles chercheront par principe à entraver la réalisation. Et c'est précisément pour enrayer un tel processus centrifuge, de confiscation du pouvoir souverain, que le général de Gaulle voulait que le pouvoir du président s'enracine dans une relation de confiance et de communication démocratique directe entre le peuple et le chef de l'État. Or, dans la mesure où les présidents qui ont succédé au général de Gaulle ont fini par refermer l'ouverture au peuple qu'impliquait constitutivement l'esprit gaulliste des institutions de la Ve République, cette même Ve République ne vaut pas mieux aujourd'hui que les défuntes Troisième et Quatrième République. Issue tragique de nos institutions que le comte de Paris prophétisait dès la fin des années 60, en posant avec tout le sérieux qu'elle mérite la question du successeur du général de Gaulle. En effet, qui pour succéder à l'homme du 18 juin, sinon ces mêmes politiciens que la pratique de la démocratie directe avait justement pour objectif de contourner. Par ailleurs, comme on le voit, le gaullisme rétablit la pratique de la démocratie directe, héritée des formes du pouvoir pratiquées par les deux Bonaparte, Napoléon Ier et Napoléon III, lesquels, en effet, contre les effets pervers de la représentation nationale, recouraient au suffrage universel, voire au plébiscite populaire, afin d'asseoir la légitimité de leur pouvoir. Mais encore une fois, une objection s'impose. Si le chef de l'État se veut responsable devant le peuple, et non devant une chambre parlementaire ou une assemblée de notables, comment la responsabilité qu'il engage devant le peuple, si elle est sincère, pourrait-elle ne pas se voir nécessairement exposée à l'éventualité du désaveu démocratique? Et suite à ce désaveu, comment le président pourrait-il encore se maintenir au pouvoir sans usurper son rôle? Enfin, comment, suite à un revers électoral, éviter que les pouvoirs traditionnels et autres oligarchies ne reprennent le dessus, aussitôt le président désavoué ou déchu, sur la souveraineté de l'État et la sauvegarde de l'intérêt général qui l'accompagne? La simple formulation des doutes qui taraudaient alors la conscience du comte de Paris en 1965 viennent de résumer à l'instant les 50 années qui ont suivi le départ du général de Gaulle du pouvoir et le mouvement de récupération politicien de nos institutions qu'elles ont orchestré. Or, c'était en vue de parer à cette dérive que le comte de Paris avança, à rebours du général de Gaulle, l'idée ingénieuse selon laquelle le rôle d'un monarque républicain ne devait pas être, contrairement à ce que pensait de Gaulle, de gouverner la nation en exposant pour ce faire sa responsabilité devant le peuple, car ce serait le meilleur moyen de revoir paraître à terme les oligarchies qu'il s'agissait de contourner et d'affaiblir. Le rôle d'un monarque en République est bien plutôt, en système orléaniste, non d'affronter les coalitions parlementaires en s'appuyant sur les masses, mais bien plutôt, à l'aide de la démocratie directe, de vérifier la conformité des coalitions parlementaires avec les vœux de la nation. Outre que ce système ne présente pas l'inconvénient d'exposer sans cesse le chef de l'État au risque de se retrouver désavoué par le peuple. Et le peuple, suite à ce désaveu, à nouveau soumis aux maux de la mal-représentation parlementaire. Il permet également de placer le Parlement et les pratiques de la démocratie libérale au centre de la vie publique, sans rompre pour cela avec le peuple et sa volonté. Et sans donc avoir à instrumentaliser les masses
dans le but d'instaurer un pouvoir personnel de type césariste, où les citoyens se verraient sans cesse convoqués par l'homme censé les représenter contre les oligarchies, mais cela au prix du sacrifice des libertés publiques, des droits fondamentaux, que par ailleurs lui reconnaissent la démocratie libérale et parlementaire, et dont il faut rappeler que l'orléanisme a permis l'introduction en France bien avant la Troisième République. Alors là, je cite le Comte de Paris, citation 17. Le roi est la négation du césarisme, l'erreur de la dictature et l'erreur de la démocratie d'assemblée est la même, confondre tous les pouvoirs, toutes les fonctions, dans un premier cas sur un homme, le second sur une assemblée. Fin de citation. Loin de chercher à être un César ou un Napoléon, un monarque dans l'esprit général de l'orléanisme ne nie pas la souveraineté avec les formes de la démocratie libérale, en quoi consiste le respect des droits de l'habeas corpus, donc des droits de la personne, et la forme parlementaire de la vie publique. Un marxiste rigoureux pourrait nous objecter toutefois que la réhabilitation des formes de la démocratie libérale, défendue par l'orléanisme, constitue pourtant l'obstacle majeur au développement de la démocratie réelle qu'il s'agit d'établir. Je voudrais maintenant, contre cette objection, montrer qu'il n'en est rien, et je passe donc à ma dernière partie, enfin dernière sous-partie de la dernière partie, transformer la Ve République vers la démocratie réelle. Donc j'ai bientôt fini. La réforme de la Ve République conçue par le Comte de Paris visait la formation d'une démocratie parlementaire couronnée. Il est essentiel de rappeler que dans l'orléanisme, à la différence des formes de gouvernement bonapartistes ou césaristes, le Parlement joue un rôle politique central auquel nul chef de l'État ne saurait sans abus se substituer. Ça, c'est un point de doctrine. Dans la partition orléaniste classique, le roi règne plutôt qu'il ne gouverne. Il est, en tant que chef de l'État, le symbole de son unité et de sa permanence historique, fonction que les successeurs du général de Gaulle ont par ailleurs tant de mal à assurer, soit dit en passant. Il est également l'arbitre et le garant du bon fonctionnement des institutions démocratiques. Enfin, il assume la plus haute représentation de l'État dans les relations internationales. Voilà la partition orléaniste. Mais la nouveauté introduite par le Comte de Paris, à l'intérieur de cette partition orléaniste classique, a été de formaliser, quant à lui, l'idée d'une république parlementaire secondée par des assemblées de citoyens dont le rôle aurait été d'évaluer sur le terrain le degré d'accord des électeurs avec les élus de l'Assemblée. Le but du prince d'Orléans étant en effet, selon l'expression qu'il utilise dans sa lettre aux Français parue en 1983, je le cite, d'élargir la représentation populaire. Élargir la représentation populaire. Alors, par quels moyens ? Pour penser concrètement les conditions de réalisation de cet élargissement de la représentation, le Comte de Paris élabore, dans ses différents projets de constitution pour la France, une idée continue, transversale. Cette idée, c'est celle d'en passer par la formation de ce qu'il appelle les délégués du peuple. Citation 18. C'est à Charles Benoît que je dois l'idée de délégué du peuple, chargé dans mon projet constitutionnel de 1947 de tenir le souverain informé, jour après jour, de l'état de l'opinion. Ainsi faisaient mes ancêtres quand ils parcouraient le royaume. Leur but, et là je surligne, accommoder les lois à la vie et non le contraire. Accommoder les lois à la vie et non le contraire. Autrement dit, non accommoder la vie aux lois, comme le prétendent les systématiques. Fin de citation. Dès lors, c'est afin d'éviter que la démocratie ne se voie confisquée par les oligarchies qu'il s'est agi pour le Comte de Paris de réfléchir à l'élaboration d'une architecture constitutionnelle impliquant la constitution d'interfaces au rang desquelles se trouve celle des dits délégués du peuple, ayant pour mission d'empêcher que l'appareil d'État ne se referme sur lui-même au détriment de la représentation des citoyens. Et là, je cite la longue citation 19 qui résume un peu tout, et je m'arrêterai après. Je détaille tout ça dans mon livre, donc je vous donne là un aperçu de ce qu'il s'agit de défendre. Je cite donc là le Comte de Paris, enfin c'est dans son projet de constitution. Le pouvoir législatif appartient à une assemblée élue au suffrage universel. Donc là-dessus, rien de nouveau. Le pouvoir exécutif est chargé de l'application des lois. Rien de nouveau. Il est exercé par le Conseil des ministres, on dirait aujourd'hui le gouvernement. Le président du Conseil, alors je dirais aujourd'hui Premier ministre, et les ministres sont responsables devant le pays et devant l'Assemblée nationale. Rien de différent de ce que l'on connaît aujourd'hui. En revanche, il ajoute, le Grand Conseil du roi est composé de 30 membres qui pourraient être désignés, partis par le roi, partis par les délégués du peuple et l'Assemblée nationale, partis par les grands corps de la nation. Le Grand Conseil du roi concourt au règlement des conflits entre le gouvernement et l'Assemblée en organisant une procédure de référendum dont les délégués du peuple, dans les cas prévus par la Constitution. Ce Grand Conseil est un organisme qui serait l'interprète autorisé
indiscutable des intérêts permanents du pays. Ce grand conseil serait en quelque sorte le conseil des sages de la République, plaque tournante entre l'Assemblée législative, le pouvoir exécutif, le souverain et le peuple. Les délégués du peuple sont chargés d'exprimer l'opinion du peuple, particulièrement en cas de conflit entre les pouvoirs publics. Là, c'est très clair. Ils sont élus au suffrage universel. L'opinion exprimée par ces délégués du peuple permet de vérifier, donc on retrouve l'idée de Prévost, Paradol, si en présence de certaines situations déterminées par la loi constitutionnelle, l'action politique de l'Assemblée et du gouvernement demeure en accord avec la volonté du pays. Lorsque le gouvernement est mis en minorité, le président du Conseil, donc le Premier ministre, offre sa démission au roi, sinon il propose au roi de procéder à la consultation des délégués du peuple. Si le roi ordonne cette consultation, celle-ci a lieu dans un délai déterminé, et le cabinet assure l'expédition des affaires courantes. Je termine la citation. Pour associer plus étroitement le peuple aux décisions politiques, pour vérifier que l'Assemblée nationale traduise en permanence l'état de l'opinion publique, je souhaiterais qu'à l'exemple de la Suisse, donc le modèle c'est la Suisse, on recourut au référendum. Ce procédé de référendum direct possible en Suisse est peu maniable avec 35 millions d'électeurs. Donc 35 millions d'âmes à l'époque en France, il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Aussi pourrait-on lui substituer en France un référendum auprès des délégués du peuple, élus au suffrage universel dans de très petites circonscriptions. Les délégués du peuple sont comme des états généraux mobilisables en permanence, donc ce sont des états généraux mobilisables en permanence, propres à désamorcer les effets pervers de la démocratie partisane des professionnels de la chose publique. Fin de citation. Bon, je termine là-dessus, je close ce point. Je parle en détail de ce projet que j'examine en profondeur dans mon livre, et je passe à la conclusion, les remords du gaullisme. Autant le comte de Paris salue l'avènement de la Ve République, autant est-il amené à penser que son esprit démocratique s'est trouvé inexorablement érodé, voire carrément altéré, à partir du moment où le général de Gaulle décida de présenter sa candidature à l'élection présidentielle de 1965. Dans le rapport sur l'avenir de la France qu'il adresse au général de Gaulle en août 1966, voici ce qu'écrivait le prince d'Orléans, faisant clairement montre d'une forme de sévérité et d'amertume à l'égard de l'homme du 18 juin. Je cite, citation 20, « Après de Gaulle, le président de la République tiendra du pays les pouvoirs réels, mais ce ne sera plus qu'un politicien, et de la pire espèce, qui ne pourra prétendre à être le symbole de la nation. Le plus ambitieux... » Vous voyez où bon, c'est assez clair. Le plus ambitieux, le plus intrigant, le plus roué, suivez mon regard, le plus cynique aura les plus grandes chances. Tournez mon regard. Enfin, suivez mon regard, pardon. C'est celui-là que soutiendront les manœuvres des partis et des groupes de pression. Bon, on a toute l'histoire de la Ve République après De Gaulle résumée en quelques reproches adressés à ce même De Gaulle. Bon, alors, ce qu'on sait historiquement, c'est que jamais le général de Gaulle ne répondit à ce rapport du comte de Paris, mais il y a fort à parier que dans la solitude de son voyage en Espagne, quelques mois avant sa mort, et après son entrevue avec Franco, qui a au même moment engagé son propre pays sur la voie de la restauration de la monarchie pour lui succéder, il n'est pas impossible que le général de Gaulle ait pu penser qu'il avait peut-être eu tort, de ce côté-ci des Pyrénées, de ne pas soutenir plus avant les initiatives politiques du comte de Paris. Car de Gaulle l'avait compris, sans doute trop tard, son système était impuissant à empêcher que ne se reforme la paralysie de la souveraineté qu'il cherchait à démettre, ni l'inexorable substitution de la démocratie réelle par une démocratie formelle qu'une telle paralysie implique. Or, comme y insistait fortement le comte de Paris, et je terminerai sur cette ultime citation 21, c'est une démocratie formelle que nous vivons, et nous devons vivre la démocratie réelle. Voilà, donc c'est sur ce mot d'ordre, nous devons vivre la démocratie réelle, que je terminerai l'exposé en vous remerciant de votre attention et de votre patience. Merci. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.